Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. On repart combien d'années en arrière? On va pas loin, on va 49 ans en arrière. Mais là, c'est pas l'histoire, ça. Si, c'est l'histoire. C'est le contemporain. Non, c'est toujours intéressant. En fait, on va revenir sur un conflit que nous avons connu, notamment par le biais du cinéma. On va parler de la guerre du Vietnam. Ceux de notre génération qui sommes nés dans les années 70 ont beaucoup entendu parler de cette guerre-là, puisque durant les années 80, on a été inondé de films américains qui revenaient sur cette guerre du Vietnam. Et comme nous sommes le 27 janvier aujourd'hui, nous allons repartir donc le 27 janvier 1973, donc 49 ans en arrière, comme je l'ai dit, où était précisément à Paris. À Paris étaient signés les accords qui mettaient un terme à cette guerre du Vietnam. Il faut comprendre que le Vietnam était en guerre depuis 1968. Depuis même 1966, parce qu'il faut bien comprendre que si tu veux, le fait que le Nord-Vietnam, le Vietnam qui était déjà divisé en deux, alors Ho Chi Minh va décider, celui qui était le leader nord-vietnamien, va donc décider de réunifier le Vietnam, parce qu'on avait le Vietnam Nord qui était communiste, qui était donc soutenu par le bloc socialiste soviétique, et on avait le Vietnam Sud qui était soutenu par les Occidentaux, en l'occurrence les Américains. Et donc, en 1966, les Nord-Vietnamiens vont donc décider de lancer un assaut sur le Sud-Vietnam dans le cadre de cette réunification. Et donc, à partir de là, il va y avoir une escalade. C'est-à-dire que les Américains vont, dans un premier temps, envoyer un soutien logistique au Sud-Vietnam et un soutien également militaire dans le cadre de la formation des soldats sud-vietnamiens. Donc, il va y avoir des encadreurs militaires américains. Et puis, le conflit s'enlisant, le conflit s'intensifiant, ce soutien militaire, ce soutien logistique va devenir un appui véritablement militaire, puisqu'on va avoir des avions, des hélicoptères, des soldats américains sur le sol vietnamien se battre directement contre les Nord-Vietnamiens. Malheureusement, pour les Américains, tout le monde, je ne vais pas refaire l'histoire de la guerre du Vietnam, mais tout le monde sait que c'est une guerre qui a été extrêmement longue et coûteuse, surtout en vie pour les Américains. Il faut savoir que après la Seconde Guerre mondiale, c'est le conflit qui a coûté le plus en vie humaine aux Américains. Et les gars, ils voulaient gagner quoi? Ils voulaient empêcher justement le fait que le Sud devienne communiste par le biais de la volonté d'Ho Chi Minh d'envahir le Sud du Vietnam. Et donc, ils vont... Il y a quoi au Vietnam? Non, on est en pleine guerre froide. Donc, d'accord. Il s'agit pour les Américains d'empêcher. Voilà, c'est une guerre purement idéologique. Il n'y a pas de richesse au Vietnam. À l'époque, il n'y a pas de richesse minière qui pourrait attiser la convoitise d'une quelconque puissance. C'est purement une guerre d'idéologie, parce que d'un côté, on a d'abord le Vietnam qui était soutenu par la Chine communiste et par l'URSS, et de l'autre côté, on a le Sud-Vietnam qui est soutenu par les Occidentaux et les États-Unis en tête. Et donc après, on se rappelle la guerre de Corée dans la fin des années 50, il était inacceptable pour les Américains de laisser, comme ils disaient souvent, les communistes conquérir le moindre mètre carré de territoire à travers le monde. Et donc, pour eux, étant donné le déséquilibre en termes de force sur le terrain qui existait entre le Nord-Vietnam et le Sud, les Américains ont décidé d'entrer dans le conflit pour empêcher, évidemment, le Nord de conquérir le reste du pays. Et cette guerre-là va durer près de 9 ans. Près de 67 000 Américains vont perdre la vie. Et 67 000, en réalité, les experts ne sont même pas d'accord sur les chiffres-là, parce que d'autres estiment qu'il y a eu des disparus, donc ceux dont on n'a jamais retrouvé la trace. Et donc, on estime que c'est entre 53 000 et 67 000 Américains qui sont morts ou qui sont morts et y compris portés disparus. Oui, c'est énorme. C'est le conflit dans lequel les Américains ont perdu le plus d'hommes après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est aussi un conflit qui est extrêmement coûteux, parce que les Américains ont dépensé des sommes folles pour essayer de remporter cette guerre-là. Et au final, surtout, comment ça s'est soldé? Ça s'est soldé par le fait que lorsque, en 1900,
lorsque Richard Nixon donc arrive au pouvoir en 1971, il estime que, évidemment, il suit, si tu veux, le courant d'opinion publique qui est de plus en plus hostile à cette guerre du Vietnam. Il faut savoir qu'au départ, quand lorsque Lyndon B. Johnson lance le conflit au Vietnam, plus de 90% des Américains sont pour, parce qu'ils estiment que l'Amérique, c'est le fer de lance de la liberté, et l'Amérique est dans son devoir de défendre la moindre parcelle dans le monde face à l'ogre, au diable communiste. Et donc, malheureusement pour eux, cette guerre-là va devenir longue, elle va devenir coûteuse, non seulement financièrement, mais surtout en vie humaine. Et à partir des débuts des années 70, et puis avec l'arrivée des courants hippies qui commencent à dire « faites l'amour et non la guerre », eh bien, cette jeunesse américaine-là ne veut plus entendre la violence. Cette jeunesse américaine qui est née après la Seconde Guerre mondiale, donc qui n'a pas connu, et même, il faut savoir que les États-Unis, en dehors de Pearl Harbor, le territoire américain, le sol américain n'a jamais été menacé par le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Donc les jeunes, cette jeunesse américaine des années 70 ne comprend pas pourquoi est-ce que les Américains sont engagés dans un conflit pour lequel elles ne se sentent pas concernées. Et particulièrement aussi une autre personnalité aura joué un rôle dans cette prise de conscience-là contre la guerre du Vietnam. C'est Mohamed Ali. Il ne faut pas oublier Cassius Clay, lui, il a appelé à faire son service militaire et donc dans le cadre de son service militaire qui est obligatoire à l'époque aux États-Unis, il doit aller au Vietnam. Et donc lui, il refuse la circonscription. Pourquoi ? Parce qu'il estime que lui, en tant que noir américain, il ne voit pas pourquoi il irait combattre des Vietnamiens qui sont à des milliers de kilomètres des États-Unis et qui ne lui ont rien fait. Alors que le blanc, l'Amérique blanche, il ne faut pas oublier, on est en pleine ségrégation aux États-Unis. Et donc les États, il estime que le gouvernement américain, au contraire, c'est contre celui-là qu'il doit se battre, puisque c'est celui-là qui l'opprime en tant que noir et qui oppresse sa communauté afro-américaine. Et donc ça va faire que le Cassius Clay, qui était déjà champion du monde, à l'époque, il venait de se convertir, il s'appelait Cassius Clay, mais il venait de se convertir à l'islam. Donc, Mohamed Ali va perdre sa ceinture de champion du monde et il ne va la reconquérir qu'en 1974. Tout le monde se souvient de Rumble in the Jungle, le célèbre combat qui avait été organisé à Kinshasa. Et donc, ça, c'est évidemment le courant de pensée dominant de la jeunesse américaine qui ne veut plus, et il y a véritablement cette cassure-là entre ces deux générations-là, et donc les Américains, de plus en plus nombreux, vont se rallier à l'opinion de la jeunesse, étant donné qu'il y avait un véritable manque de résultats sur le terrain, parce que les Nord-Vietnamiens étaient toujours là, bien en place, malgré toute la puissance militaire, toute la puissance des armes. Il ne faut pas oublier que les Américains sont allés jusqu'à utiliser du gaz napalm contre des civils pour essayer de débusquer les Nord-Vietnamiens qui étaient cachés dans la jungle. Et malgré cette utilisation intensive et en violation de toutes les dispositions du droit international en la matière, eh ben, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Donc, les Vietnamiens sont toujours là, ils défendent toujours leur territoire, ils menacent toujours Saigon, qui est la capitale du sud du Vietnam. Et donc, Richard Nixon, lui, il arrive au pouvoir, il estime que, évidemment, il est conscient qu'il ne peut pas gagner la guerre. Mais les États-Unis, il est quand même le président de la première puissance mondiale, et donc, pour lui, il est inacceptable de quitter le Vietnam sur une défaite honteuse. Et donc, mais il va quitter le pouvoir avec la honte. Oui, il va quitter le pouvoir avec la honte. Mais pour lui, en tant que président, il faut éviter la déconvenue aux Américains. Il faut que les Américains quittent le Vietnam, c'est clair, mais ils quittent la tête haute. Et c'est ainsi qu'il va commencer avec l'aide de la France, à mener des négociations secrètes avec le Nord-Vietnam. Et donc, lorsque ces négociations vont évidemment commencer en 1972, eh ben, celles-ci vont se tenir à Paris et elles sont tenues il y a d'un côté le secrétaire d'État Henry Kissinger, qui est le chef du département d'État, donc le ministre des Affaires étrangères. On a le président, on a le représentant de l'État du Sud-Vietnam, M. Nguyen Van Thieu. Je ne sais pas, désolé d'écorcher son nom. Lui, il représente le Sud-Vietnam et on a une Nguyen Van Thieu qui représente également le Nord-Vietnam. Et donc, ces trois parties vont se retrouver et ils vont négocier des accords dans lesquels, évidemment, qui vont être signés le 27 janvier 1973
à Paris. Et dans cet accord, il ressort qu'il y a 3 points. Le premier, c'est que les Américains acceptent de se retirer du Vietnam. Les Américains acceptent de libérer les prisonniers de guerre sud-vietnamiens qu'ils détiennent. Et les Vietnamiens également acceptent de libérer les prisonniers américains qu'ils détiennent. Et on maintient évidemment le régime, on retient en place la République du Sud-Vietnam qui a pour capitale Saigon. En réalité, qu'est-ce qu'il s'agit pour les Américains? Il s'agit d'essayer de gagner du temps. Et donc, lorsque cet accord va être signé en 1973, il va y avoir un cessez-le-feu temporaire et les Américains vont massivement commencer à enlever leurs hommes. Alors, les premiers à partir, ce sont les Navy Seals. Ensuite, tous les autres corps d'armée qui sont présents au Vietnam. Et il ne restera sur place qu'un petit corps dans le renseignement et dans les conseillers techniques du Sud-Vietnam. En réalité, les Américains, ils ne sont pas dupes. Ils savent qu'en se retirant ici, les Nord-Vietnamiens, puisque ce n'est qu'un accord temporaire, une fois que le délai de cessez-le-feu là cessera, le Nord-Vietnam va relancer les hostilités et va envahir le Sud-Vietnam. Sauf que les Américains pourront dire que ça s'est passé, ils n'étaient pas là, donc ils n'ont pas perdu la guerre. D'autant plus aussi que les Américains n'ont jamais déclaré officiellement la guerre au Nord-Vietnam. Et donc, n'étant pas officiellement en conflit avec le Nord-Vietnam, cela aussi va poser un problème juridique concernant le statut des prisonniers. Puisque lorsque l'on est en guerre, si on est en guerre de manière conventionnelle, c'est-à-dire avec une déclaration faite, les accords de Genève, notamment relatifs aux prisonniers de guerre, s'appliquent. Or, les États-Unis n'ayant jamais déclaré la guerre au Nord-Vietnam, il va y avoir durant des années encore un véritable combat juridique concernant la situation des prisonniers de guerre, aussi bien américains que vietnamiens. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, les Américains, en se retirant, ils vont partir, ils vont commencer à notamment quitter le Vietnam dès la signature de cet accord-là, et ils vont mettre fin à l'ensemble des opérations qui étaient en cours sur le territoire vietnamien. Et donc, à partir de là, une fois retirés, que vont faire les Nord-Vietnamiens? Tout simplement, une fois que les accords seront signés, en début mars 1975, donc près de 2 ans plus tard, ils vont lancer les hostilités, ils vont relancer les offensives par une série d'attaques vers les provinces frontalières avec le Sud-Vietnam. Et en 1975, notamment aux alentours de juin-juillet, les Américains, enfin le Sud-Vietnam, ils vont envahir Saigon, mettant ainsi fin à l'existence de la République du Sud-Vietnam. C'est à partir de là que, évidemment, le Nord va occuper l'ensemble du Vietnam et donc le Vietnam va être réunifié et réunifié par un régime communiste. C'est ainsi que près de 10 années plus tard, avec des milliards de dollars dépensés, avec des dizaines de milliers d'hommes tués, avec des centaines de milliers de blessés, les Américains vont partir en réalité la tête basse. En abandonnant le matos, en abandonnant leurs alliés sud-vietnamiens. Et donc, en réalité, ils partent la tête basse parce qu'ils n'auront pas réussi à renverser ce régime nord-vietnamien. Et ça, évidemment, ça va leur rester à la tête. Et c'est ce traumatisme-là qui fait qu'aujourd'hui, à partir de la guerre du Vietnam, à chaque fois que les Américains se lancent dans un conflit, s'ils estiment au bout d'un certain temps que les résultats ne changent pas, très vite l'opinion change. Et il suffit de ne pas attendre qu'il y ait dès lors qu'on a des dizaines de milliers de morts, même pas des dizaines de milliers, dès lors qu'on a même des centaines de morts qui commencent à avoir du côté américain, l'opinion publique se retourne rapidement. On l'a vu dernièrement avec le conflit en Irak. Dès lors que l'on a dépassé le millier de morts en Irak, les différents régimes, notamment Barack Obama, lorsqu'il va arriver, il va dire il faut arrêter la facture parce qu'évidemment l'opinion américaine était déjà retournée. Parce qu'il y a au fond ce double traumatisme. Il y a le traumatisme d'abord de la guerre du Vietnam et de la déconvenue en 1992, j'en avais parlé ici, de la volonté des Américains de vouloir pacifier notamment la Somalie. Cela s'est soldé par un échec monumental que l'on peut revivre à travers le film de Ridley Scott, La chute du Front Noir. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ce traumatisme de la guerre du Vietnam là est encore présent dans les esprits des Américains, quelles que soient les générations. Et donc cette peur-là, même s'ils possèdent la toute-puissance militaire, mais ils sont conscients que lorsqu'ils ont face à eux un ennemi qui est extrêmement déterminé et qui ne recule devant rien,
là, l'opinion se retourne vite et les Américains plient bagages et repartent chez eux. Merci Jean-Paul pour ce brin d'histoire. On reste toujours dans l'histoire. On annonce le retour des Rasta Rockets, la plus grande équipe jamaïcaine de bobsleigh. Voici leur son et leur hymne national chanté par Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. Urban FM 104.5.